Chers amis, chers ennemis, Yaorana, bienvenue sur la web télévision de Carton Rouge. Une émission qui va décoiffer, une émission essentiellement politique, car aujourd'hui nous recevons nos trois candidats aux élections législatives. Pierre Marquezini pour la première circonscription, avec Noël Touyennoui. Inano Touno et Gérard Vainé dans la seconde circonscription, Gaston Tétouanoui et Antonietta Lehartel Yorana, bonjour. Dans la troisième circonscription, Yorana Gaston. En raison du très grand nombre de candidats, les deux télévisions locales, à savoir Télé Polynésie et Tatinui Télévision, n'ont pas pu nous donner le temps de parole que nous aurions voulu obtenir pour exprimer nos idées. Donc, nous avons décidé d'organiser un débat spécial au cours duquel nous allons étudier à la sauce carton rouge, les candidatures des personnes qui se présentent contre les candidats de carton rouge. Donc on va les cuisiner, on va cuisiner leur programme, on va cuisiner leur profession de foi. Et ce que vous allez entendre, chers amis, vous l'entendrez nulle part ailleurs. Pendant 1h30, Carton Rouge va vous donner son avis sur ses adversaires politiques. Accrochez-vous. On commence sans plus attendre par la première circonscription. On y va sur Théati Dupont. Pour reprendre un peu ce que vient de nous dire notre présentateur, nous ne voulons pas critiquer pour critiquer, on veut tout simplement identifier les personnes qui osent encore se présenter. Alors, Théaki Dupont, on va en parler un petit peu, mais c'est l'exemple même d'un parachutage UMP qui, pendant 20 ans, n'a pas vécu sur le territoire, se prétend élu dans la région Bretagne, admettons, mais qu'a-t-elle fait en Bretagne? En tout cas, moi je ne sais pas. Elle arrive ici, elle nous prend un garçon charmant pour l'accompagner, qui est son suppléant. On a tous vu les compétences de ce garçon, malheureusement atteint d'une maladie, mais nous n'en dirons pas plus car il a du courage, il est à ses côtés. Néanmoins, M. Cadousto n'est plus le secrétaire général du REAIA et il n'est plus l'homme qu'il a été. Ceci étant dit, elle est parachutée. Elle ne propose aucun programme. Elle nous dit qu'elle avait une grosse société pour former les gens, je ne sais pas. Inconnue au bataillon. Alors elle présente bien, elle parle bien. Mais néanmoins, qu'a-t-elle dit à la télévision? Moi, je dirais rien. Alors elle vient s'occuper des Polynésiens et à partir de là, que dit-elle? Que du chalala, comme les jeunes nous disent dans les réunions de quartier. Donc absolument rien du tout. Elle était arrivée ici et elle avait participé au premier débat de Carton Rouge. Rappelons-nous, elle nous a dit aucune mesure d'urgence. Et elle ne souhaitait pas mettre de mesures d'urgence, pas plus le RSA, revenu de solidarité actif, pas plus que la retraite sociale des indépendants. Et aujourd'hui, dans son programme, elle nous dit mais si, on peut faire des mesures d'urgence sociale. Donc elle a compris qu'il fallait s'adapter, mais elle a surtout vu, en très peu de temps, que la Polynésie est totalement en échec et que des gens souffrent parce qu'ils sont totalement dans la misère. Inano, une remarque, une femme, à propos d'une autre femme? Et après Gaston? Ben justement, je voudrais appuyer ce que Pierre venait de dire au niveau de Théaki. Pourquoi que maintenant, après 20 ans, quand même, elle pense à la Polynésie? Pourquoi que maintenant, qu'elle se dit prête et candidate à toutes ces élections? Moi, je trouve que c'est un peu gonflé. Si elle aimait vraiment la Polynésie, c'est avant 20 ans qu'il fallait vraiment se battre. Alors, ce qui est sûr, c'est mais si elle est vraiment compétente, pourquoi elle ne se serait pas occupée pleinement de la population de Bretagne? Aujourd'hui, elle se dit qu'elle est marquisienne, elle est capable de sauver la Polynésie. Et quand on l'a auditionnée dernièrement, on a eu un entretien avec elle d'1 heure. Elle avait aucun programme, elle n'avait même pas le RSI et le RSA à mettre en place. Et aujourd'hui, elle nous dit effectivement, les Polynésiens ont besoin de cette mesure. Et elle nous disait, quand on l'a rencontrée dernièrement, que le RSA n'est pas possible à mettre en place en Polynésie parce que les Polynésiens ne payent pas d'impôts. Donc c'est une personne qui aujourd'hui vient en Polynésie plus par opportunisme ou par opportunité que par vision globale dans le développement et apporter un projet de société pour les Marquisiens, pour les Polynésiens. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'elle est revenue ici en nous disant « je vais avoir l'investiture UMP ». Manque de peau, l'UMP a loupé la marche.
et leur candidat n'a pas été réélu. Donc, naturellement, Monsieur Sarkozy ayant disparu, bah la voilà devenue socialiste. Alors c'est quand même extraordinaire. Elle criait haut et faux. Oui, mais peu importe, radical socialiste ou pas, pour moi, elle vient ici, elle dit j'ai l'investiture UMP, ses amis, alors elle nous dit mes anciens amis étaient ministres de ceci, ministres de cela. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est des chômeurs ministres en métropole. Oui, juste pour conclure que Taki Dupont ne connaît pas les problèmes des Polynésiens. Elle l'a avoué dernièrement. Donc, pour moi, c'est une personne qui est venue juste pour avoir un salaire à la fin du mois et de retourner en France. Madame Poema, moi je croyais qu'elle était déjà honnête. Donc je pensais pas qu'elle irait s'associer avec un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Clark, qui est un monsieur pris dans les emplois fictifs et qui naturellement a vécu sur le dos des Polynésiens. Donc déjà s'associer avec quelqu'un qui est malhonnête, ça prouve que quelque part on n'est pas toujours très honnête. Alors bon, que dire de cette brave personne? Bon, elle a une belle fleur, elle est bien coiffée, elle a une belle robe, très bien. Mais le programme, alors là le programme, rien, zéro. Je pense que c'était pas ce qu'elle voulait parce que même jusqu'à la dernière minute, elle n'avait pas son suppléant et qu'elle a dû prendre en cours de route Clark qu'elle n'en voulait absolument pas. Puisqu'elle a fait appel à d'autres suppléants pour être avec elle, elle m'a même appelé pour me dire c'est pour toi, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi pour être suppléant? Eh bien j'ai dit non, parce que c'est toi. Oui, bien sûr. Alors ce qui est important, c'est que cette personne, faut le savoir, elle siège comme juge consulaire au tribunal de commerce. Ça veut dire que le matin, au tribunal de commerce, elle licencie les papas, les mamans qui travaillent à la SMPP. Nous savons que c'est elle qui a signé le document, puisque nous l'avons, 95 personnes jetées à la rue, sans aucun accompagnement. Et le soir, elle va dans les quartiers pour leur dire à ces mêmes personnes, votez pour moi, je vais vous sauver, je vais vous trouver du travail. Moi je lui dis démissionne du tribunal, donc sa prétention d'être juge consulaire, c'est bien, mais elle est donc bien au contact de la misère, puisque c'est elle-même qui signe les documents en tant que juge commissaire pour virer ces braves personnes. Elle sait très bien qu'il n'y a pas de caisse de chômage, elle sait très bien qu'il n'y a pas de RSA, donc elle envoie les gens à la rue. Je vois pas Poema Tong pour le développement social dans ce pays, parce que dernièrement elle a créé une association pour se lever, pour aider les tout petits dans les logements sociaux. Mais nous savons tous, c'est complètement caduque, parce qu'il est même pas capable de dire à son leader Gaston Tonsong de mettre les 23 milliards à disposition des logements sociaux. Et aujourd'hui, elle va crier sous tous les toits que les logements sociaux, c'est elle. Comment on peut être juge commissaire le matin, licencier des travailleurs et le soir devenir social? Moi, je comprends pas pourquoi elle est candidate aujourd'hui, si ce n'est pour protéger les plus riches. Voilà. Hein. Encore une fois, il faut pas. Très bien. Justement, Madame Tong, il faut pas l'oublier, est l'épouse d'un riche commerçant, très associé avec Monsieur Van. Et donc, le monopole déjà de la richesse est là. Et après, donne une fausse image d'aider les plus petits. Bien sûr. Et rappelons-nous quand même que avec Monsieur Gaston Tonsong, ils ont reçu ici Monsieur Dominique Perben. Carton rouge s'est déplacé pour leur dire notre manière de voir les choses. Et là encore, ils étaient rattachés à l'UMP et naturellement à l'investiture en demandant à Monsieur Nicolas Sarkozy, ce sera nous qui allons vous représenter. D'ailleurs, c'est bien eux qui ont représenté la campagne présidentielle et on voit bien que quelque part la participation à ces élections a été de l'ordre de 50%. Ça, autrement dit, carton rouge qui avait appelé à voter blanc parce qu'on ne pouvait pas se prononcer vers un programme où on donnait 3500 emplois aidés juste avant les élections pour après dire hop, on mange plus, on rentre à la maison. Non, c'est pas ça le programme. Donc Madame Poema Tong, out. Now we talk about Enrico Bon Ortega, the gentleman who is talking good English on RFO. Alors on va parler de Quito Bon Ortega, l'homme qui parle en anglais alors qu'on doit parler en tahitien. Je vous en prie. L'homme qui vit à Hawaï avec sa famille et vient nous donner des leçons à Tahiti pour nous dire comment il faut faire. Il est gentil, Monsieur Quito Bon Ortega. D'ailleurs, il présente bien. Je pense qu'il pourrait tourner pas dans Koh Lanta, non, mais dans une série télévisée espagnole où il pourrait faire le patriarche. J'en vois de temps en temps. Je me souviens plus de. Alors, son programme, moi j'en connais pas, j'ai pas vu de programme. Moi je le connais comme étant responsable de placement à la CPS
et je le connais comme étant un des initiateurs qui a fait construire l'immeuble Papineau. L'immeuble Papineau, il faut savoir qu'il est loué par le territoire pour y avoir installé le service du personnel de la fonction publique. Je lis un petit peu le service du travail, le service du personnel de la fonction publique. Alors cet immeuble et cet ensemble de locations par le territoire, à toutes ces SCI qui sont devant moi, j'ai toute la liste, coûte au territoire 900 millions par an. 900 millions de nos deniers qui sont payés à des SCI, je vois là plein de SCI, Vaineri, je vois une SCI, Fahari, Piti. Le problème, c'est que nos bâtiments appartenant au territoire sont vides. La présidence en haut de l'avenue Bruna est vide. Nos services sont dans des... C'est lui qui a fait construire Papineau en faisant la défiscalisation et en employant les fonds de la CPS de manière à ce que monsieur Barbillon touche une grande partie des loyers. Autrement dit, le dévoiement des fonds publics au travers des SCI pour les petits copains. Alors que monsieur Oscar Temarou a acheté un immeuble à l'EDT qui est situé à FAA, 450 millions. Il est vide depuis 4 ans. Aucun service dans le bâtiment. Par contre, on laisse nos services dans des bâtiments où on paye des loyers. À quoi ça sert que le président, enfin que le gouvernement donne non mais vous voulez en venir où là par rapport à la candidature de monsieur Quito Brand-Ortega? La candidature de monsieur Quito Brand-Ortega, c'est la gestion des fonds de la CPS au niveau de la commission des placements immobilières qui est tout simplement ridicule et totalement inconcevable pour les petites gens. C'est très bien. Alors, je tiens à faire rappeler qu'à un moment donné, il y a eu un débat politique à la télé, ici, sur un territoire français polynésien. Monsieur Quito Brand-Ortega parlait en anglais. Alors, il y a vraiment un mépris pour nous, les Polynésiens. Alors, à mon avis, il ferait mieux de se présenter à Honolulu, à Hawaï ou à Nouméa, mais pas ici. Tout à fait. Alors, I know that man. Sa famille habite à Hawaï, mais lui, il habite dans l'avion, lui, est toujours en première classe. First class. Quito Brand-Ortega, c'est un homme d'affaires, donc aujourd'hui, il veut rendre la politique en Polynésie comme une politique d'affairiste, puisque dernièrement, il faut savoir que c'est lui qui a ruiné la CPS, avec les placements des fonds de réserve, avec une société Amadeus. C'est lui aussi qui a donné le terrain de la CPS avec un promoteur qui s'appelle Thierry Barbillon, que nous connaissons aujourd'hui, est complice de tout ça. Et moi je dis en plus que Quito Brand-Ortega, c'est un homme aujourd'hui qui est venu à la politique pour s'occuper de lui-même, pour s'occuper de ses affaires. Et je vois pas comment il pourrait demain sauver les petits Polynésiens. Et il n'a aucune mesure aujourd'hui d'urgence à mettre en place pour la ruine de ce pays, parce qu'il fait partie des cartels de famille et des positions dominantes dans ce pays. Il va s'occuper des riches, il va pas s'occuper des petits, ça c'est sûr. Pas de programme social pour monsieur Ortega. Non. On donnera la parole à une charmante dame qui est notre invitée, qui n'a pas pris encore la parole. Monsieur Buisson non plus est très timide ce matin. Ce que je pourrais dire concernant monsieur Ortega Quito Brand, suite l'année 2009 de ma nomination en tant que vice-président d'un grand parti politique, c'est-à-dire le Hereaya, et il avait dit, stipulé, quand on a été invité dans son bureau, il a dit que ce sera justement moins des 36 années pour son nouveau parti qui a été récemment mis en place. Et je vois que maintenant, il se présente à la députation. Oui, c'est quelque chose. Et il avait dit également que il sera pas d'un parti politique. Je découvre aujourd'hui, nous aussi, comme on parle de carton rouge, et je suis fière aussi de dire que il faut peut-être donner une décision bien précise et parler aussi devant le public quand on est dans la langue polynésienne, il faut s'exprimer en français. Voilà ce que je pouvais dire. Oui, une conclusion. Il faut rappeler qu'il a été ministre de l'économie dans le gouvernement de monsieur Alexandre Léontieff, qu'il a claqué la porte et qu'il ne savait pas développer l'économie du territoire à cette époque-là. Des mesures sociales Mesures sociales, il connaît pas. La seule mesure sociale qu'il connaît, c'est lorsque l'on détourne les fonds de la CPS pour enrichir les responsables de la clinique Paufai. Et à partir de ce moment-là, on sait que la clinique Paufai a détourné 10 milliards. Monsieur Quito Brand-Ortega avait dit, à cette époque-là,
Je pense que dans ce cas, on recherchera la responsabilité des gérants à titre personnel. Il n'a rien fait. Il siégeait à au procès-verbal de la commission de santé. Il n'a jamais rien fait contre les responsables de la clinique Pao Phaï. Et la clinique Pao Phaï, c'est le plus grand scandale au niveau de la médecine. Monsieur Buisson, vous pouvez nous donner un mot sur cette affaire que vous connaissez un petit peu? Ou même bien, pardon. C'est une affaire très ancienne. Et effectivement, ce qui est assez curieux, il n'y a pas prescription et les actions sont toujours en cours. Elles ne sont pas terminées. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'elle a été dénoncée de nombreuses fois. De très nombreuses fois, par voie de presse notamment, mais il n'y a jamais eu de suite. Aucun des conseils d'administration de la CPS, aucun administrateur. Globalement, la clinique Pao Phaï est gérée par deux personnes bien connues dans le territoire, qui présentent la clinique comme le paravent visible par tous. Mais elle est en fait gérée par des sociétés qui appartiennent aux mêmes personnes et qui servent à surfacturer toutes les prestations nécessaires au fonctionnement de la clinique. C'est-à-dire que une société immobilière va surfacturer les loyers à la clinique, une société d'approvisionnement des consommables va surfacturer ces mêmes consommables pour les besoins de la clinique, une société d'équipement va surfacturer les matériels. Le problème, c'est une surfacturation à travers des sociétés écrans, c'est ça? Une surfacturation constante, exorbitante. Et le surcoût pour la CPS, Monsieur Buisson, c'est... Il est estimé au minimum à une bonne quinzaine de milliards de francs. Et ça, le candidat Bruno Ortega était au courant? Alors, il participait à la commission de santé élargie où les auditeurs du cabinet Deloitte et Touche ont détaillé les sociétés fictives de chacun des propriétaires de la clinique, avec le montant que cela rapportait dans la même année. Donc en gros, il a pris la main dans le sac. Ainsi que tous les gens qui, à l'époque, dirigeaient la CPS, y compris la directrice de l'époque, et aucun n'est intervenu pour faire cesser des détournements qui se chiffrent par milliards. Il y en a, vous pensez quoi de ce type de candidature? Eh bien, il ferait mieux de se présenter à Honolulu ou à Hawaï, parce que chez nous, il s'exprime en anglais. Donc, vraiment... Il n'est pas polynésien pour les Polynésiens. On va parler maintenant, si vous le permettez, de Pierre Frébault, Pierre Aroari Frébault, qui est un ministre du gouvernement. C'est le frère de Louis Frébault? Ah, je sais pas, ils sont faits, ils ont le même nom, ça c'est sûr. Ils sont déjà entre familles, ils s'y tirent dedans. Je vois pas comment ils pourraient demain ramener quelque chose de consensuel pour les Polynésiens. Parce que les Frébault, aujourd'hui, ils monopolisent la politique. Ils peuvent être ministres dans tous les gouvernements. Et Pierre Frébault n'a rien apporté dans ce pays, si ce n'est même à la CPS quand il était, à un moment donné, président du conseil d'administration, président du syndicat. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, le pays est ruiné à cause de tout cela. Pour moi, Pierre Frébault, je l'ai appelé taxman parce que en anglais, on va dire l'homme des taxes en français. Alors l'homme des taxes, pourquoi? Parce qu'il a mis la taxe sur les prises électriques pour enrichir la plus grosse société du territoire, qui est le DT. Ensuite de ça, il nous a taxé tous les produits qui arrivent d'Europe, ce qui fait que le consommateur paye 25% en plus tout ce qu'il a mis. Enfin, maintenant, c'est même plus s'il est autonomiste, s'il est indépendantiste, parce que il est même aujourd'hui affilié à un parti comme le Tavini, alors qu'auparavant il faisait partie de l'UPLD, c'est l'union des indépendantistes avec des autonomistes. Donc c'est tous des menteurs. Alors non seulement ils sont menteurs, mais ils n'ont jamais créé un seul emploi. Oui. Mais il faut pas oublier, M. Frébault a fait un superbe cadeau à Vannes, plus d'1 milliard. Alors là, c'est bien monsieur... Ah, c'est pas que lui, hein, c'est les deux frères, je crois, lui et Pierre. Hein. Ah ouais. Ils sont sponsorisés par le groupe Vannes, 1 milliard 700 millions pour construire des carrefours. Ah, c'est pour ça qu'ils sont bien remplis, alors, bien... Donc, oui. Bon ben... À partir de là, monsieur Frébault compte sur quoi pour être élu à l'Assemblée nationale? Tout simplement sur le parti Tavini. C'est-à-dire que, là encore, on endort les gens qui sont enrôlés dans un parti politique et on leur fait avaler toutes les couleuvres. Autrement dit, Pierre Frébault est un candidat des monopoles. Il va favoriser naturellement le DT, il va favoriser
toutes les sociétés qui sont sur le territoire et les plus riches. Donc, il ne peut pas correspondre aux gens qui aujourd'hui sont dans l'extrême pauvreté et qui attendent des mesures sociales. Les candidats carton rouge proposent le revenu social actif, c'est-à-dire 50 000 francs par personne, 15 000 francs par enfant à charge, et on veut sortir notre pays par la relance de la consommation. Ce qui se passe aujourd'hui concernant Pierre Frébault, on sent que c'est une histoire de famille avec le frère, et ils arrivent sur le plateau pour dire des bêtises et venir nous dire que parce que aujourd'hui leur candidat, M. François Hollande, est devenu le président de la métropole, il va venir à Tahiti nous aider et faire en sorte de mettre de l'argent dans le territoire. Eh bien, tout ça, c'est une erreur. Ce sont des menteurs. Et encore, comme j'ai dit une fois à la comme j'ai dit à la télévision, ils ont payé avec nos sous leur caisse de retraite et ils sont tous coupables de détournement de fonds publics à l'Assemblée territoriale. J'ai une question un peu générale pour l'ensemble des candidats et cette question traite essentiellement des candidatures de l'UPLD. Je m'adresse un peu à tout le monde. Il s'agit d'élire des députés de la représentation nationale. Est-ce qu'on peut être indépendantiste et demander un mandat national d'un pays que l'on rejette? Est-ce que c'est logique ça? Il n'y a pas de logique chez eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'argent dans leur poche, c'est-à-dire avoir un titre, avoir une belle voiture et être dans des bureaux climatisés. Ils n'ont aucun programme. Ceci étant dit, bien sûr que c'est incompatible. Demander l'indépendance et la misère pour le peuple et eux avoir les prérogatives. C'est une question d'idéologie, de logique. Il n'y a pas d'idéologie. Pour moi, le pays est déjà indépendant parce que quelle est la différence demain si ce pays deviendrait indépendant? On aura un président du gouvernement, on aura des ministres, on aura une assemblée territoriale avec des représentants. Aujourd'hui, ce pays est indépendant avec la France, puisque la France déverse 170 milliards. Et aujourd'hui, on entend encore les indépendantistes nous dire que, effectivement, il faudra aller se réinscrire à la décolonisation. Mais ce pays n'est plus colonisé, puisque les Polynésiens, avec le passeport européen, peuvent voyager dans le monde entier. Donc le colonialisme en Polynésie n'existe plus, ce sont tous des menteurs. Oscar est en train de noyer le poisson pour nous dire qu'il faut que ce pays soit indépendant, à moins qu'il veut que ce pays soit indépendant avec les Chinois. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'entends les indépendantistes avancés. Ça a du mal à sortir, ce mot-là. Oui. Dire que maintenant que leur cheval et que leur champion est en place, François Hollande, nous allons avoir de l'argent, et même j'ai avancé l'idée de l'assurance de chômage va être payée par les fonds de la République. Eh bien, ces fonds de chômage, aujourd'hui, c'est le revenu solidarité active. Ce sont tous des menteurs parce qu'ils veulent aller chercher ces fonds et les colorer bleu ou orange ou rouge. Alors je tiens à faire rappeler, que justement, messieurs les représentants de l'UPLD à la députation se sont trompés de cheval. Parce qu'il faut pas oublier, monsieur Hollande a bien précisé, je ne donnerai pas l'indépendance. Pierre Frébault a un concurrent très sérieux, il s'appelle monsieur Édouard Fritsch. Il nous a dit... On parle de monsieur Fritsch? Non, pas du tout, c'est un concurrent de monsieur Frébault. Il a tout simplement dit qu'il irait voter avec les socialistes. À partir de là, Frébault est devenu outré, il a dit ça y est, ils sont tous devenus socialistes maintenant. Alors notre ami Édouard Fritsch, il a dit, je vais travailler avec les plus forts, comme j'ai fait avec François Mitterrand. Alors avant c'était Chirac, l'UMP, depuis qu'ils ont perdu, ils veulent aller avec les autres. C'est extraordinaire maintenant. Ça nous permet une transition, si vous le permettez, chers amis. Parlons. Monsieur Frébault est un homme très, très disponible. Pour avoir un rendez-vous, il faut attendre au moins 5 mois. Pas mal. Un dernier petit mot, parce que quelque part, la méthode de travail de M. Frébault me paraît le discréditer totalement. À l'occasion d'un conflit très grave, nous avons eu plusieurs réunions avec des représentants de l'entreprise, et à un moment donné, les choses étaient quand même tellement effarantes d'incompréhension du côté du territoire que je lui ai dit, mais je comprends pas, c'est dans le dossier. Et il a dit, mais je ne lis pas les dossiers. Je ne veux pas connaître les arguments de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut discuter de quelque chose parfaitement en l'air, sans rien connaître de la réalité de la discussion au fond. Et ça, quelque part, je pense que pour un responsable politique, c'est zéro total.
Voilà, package familial. Louis Mariono Frebo, ministre de tous les c'est gouvernements. celui qui se cache derrière sa femme et qui est aujourd'hui ministre dans tous les gouvernements. Et Monsieur Louis Frebo, mais parce que sa femme est représentante à l'Assemblée. C'est la 29e voix. Ce sont ceux avec les Iliens qui font du chantage et qui font le beau temps et la pluie dans ce pays, tout simplement pour profit personnel. Donc Monsieur Louis Frebo, aujourd'hui, on le voit bien. Au lieu de laisser son frère Pierre, seul candidat, peut-être les Polynésiens se retrouveraient. Mais non, lui aussi veut se mettre en avant. Vous voyez? Ça fait beaucoup de Frebo, ça, dans le milieu. Eh ben, c'est des pieds beaux pour moi demain matin. Ben, moi, je pense qu'à partir du moment où déjà dans la majorité, ils n'ont pas réussi à mettre un candidat et ils ne se sont pas mis d'accord et qu'on a vu cette lamentable histoire où les Iliens ont fait du chantage pour avoir leur candidat, ça veut dire que Pierre Frebo a dû choisir un suppléant en urgence, je crois Vito Mamatua, Kaitapu, enfin je sais plus, non c'était peut-être son frère ou son père, enfin peu importe. Nous avons un suppléant qui est arrivé comme ça en urgence. Alors on voit bien que les deux Frebo ont mis à mal la majorité. Et la majorité, à l'Assemblée territoriale, ne tenait plus, puisqu'on a maintenant, On est à la candidature de ces messieurs à la députation. Tout ça, c'est falsifié. Ils ont des mesures sociales. Mais non, il n'y a pas de mesures sociales. Tout ça, c'est falsifié. Leur programme de parti pour la députation, c'est quoi? Non, ils n'ont aucun programme de parti. Ils veulent rester en poste et ils ont pris la majorité à l'Assemblée territoriale en sandwich, en disant nous les Iliens, on quitte la majorité, plus de gouvernement. Moralité, on s'est retrouvé avec deux Frebo. Il y aurait eu un troisième Frebo, on en avait trois. Voilà la vérité. Monsieur Tofa? Moi, je pense qu'il a quand même un aspect bon parce que c'est un bâtisseur, mais pas pour les maisons sociales, parce qu'en 2011, il n'a pas été capable d'en construire plus de 15. Alors, c'est pas de quoi il va. Mais je pense que c'est le vrai ministre de l'échec. De l'échec social? De l'échec social, toujours en parlant des maisons sociales. Ok. Inano, un mot là-dessus, sur l'échec de Monsieur Frebo en matière d'habitat social? À partir du moment où il n'y a aucune mesure d'urgence sociale venant de son programme, moi, à mon avis, ce n'est pas possible pour nous les Polynésiens. Ce n'est pas possible d'accepter tout ça, du profit de tout ce qui est familial. Ils pensent qu'à eux, qu'à leur poche, ça suffit. Carton rouge dénoncera tout ça. Attendez, quelque chose sur Monsieur Louis Frebo. Aujourd'hui, Monsieur Louis Frebo, c'est le représentant du groupe des Iliens et ils veulent aujourd'hui affirmer par les élections législatives, c'est-à-dire la députation, leur poids demain, et ils vont encore les vendre, je ne sais pas à quel parti politique demain, pour dire nous les Iliens, nous avons été présents, et c'est la raison pour laquelle moi je analyse comme ça sa candidature aujourd'hui aux élections législatives. C'est un homme extraordinaire, parce que lui il n'a pas de parti, mais il est dans tous les partis. Il est une fois UPLD, une fois Tawera, une fois... Il est indépendantiste, il est autonomiste. Mais personne ne sait. Il est marquisien. Non, il va là où il y a du fric. Non, il va là, il y a de l'herbe verte. Ouais. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs la politique des Iliens. Aujourd'hui, avec Teina Maraoura, leur leader. Aucune mesure sociale. C'est pour ça que j'appelle les Pomotou, j'appelle les marquisiens de ne plus faire confiance à tout cela parce qu'ils ont noyé le poisson. Il ne sait pas qu'il y a 130 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Madame Nicole Bouteau, c'est comme son nom, c'est Madame Ni. À force d'être Ni, elle a perdu son siège à l'Assemblée. Et non pas parce que c'est pas les élections, c'est parce que tout simplement Madame Nicole Bouteau, pour moi aujourd'hui, n'a rien apporté à la Polynésie. D'ailleurs, son parti, comment il s'appelle déjà, Oete Nuna, n'est même pas présent dans toutes les circonscriptions. Les seuls Nuna pour Nicole Bouteau, c'est la première circonscription. Et en plus, aujourd'hui, elle est associée à un maire qui s'appelle Monsieur Michel Bouillard, qui a été noyé dans les emplois fictifs et condamné. C'est le candidat sortant. Il n'est pas candidat, il est député candidat sortant. Donc, Monsieur Marquisini, peut-être, a plus à dire que moi là-dessus. Nicole Bouteau est une femme très gentille, qui parle bien, qui présente bien, mais j'ai pas vu de programme. Donc, je pense aujourd'hui, elle a perdu son leader, puisque en métropole, on a vu
ce fameux personnage appelé à voter François Hollande alors qu'elle avait pas, elle voulait voter Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien que dans sa tête c'est pas clair. Elle est bien toujours au centre. Elle ne sait jamais là où il faut voter. Moralité, c'est comme ça qu'on a eu Monsieur Oscar Temarou au gouvernement grâce aux voix de Monsieur Schill et de Madame Bouteau. Elle doit être bien gênée aujourd'hui parce que Monsieur Bayrou dernièrement a appelé à voter pour François Hollande. Voilà. Et donc elle est indépendantiste. Alors elle est indépendantiste aujourd'hui. On est bien d'accord. Alors, on ne sait plus dans quel parti. Des mesures sociales de la part de Madame Bouteau. Nicole Bouteau, c'est une femme extraordinaire parce que elle réfléchit bien. Parce que elle est intelligente parce que j'ai eu une entrevue avec elle là, en tête à tête tous les deux. Elle a voulu vous prendre aussi? Ah oui. Eh bien, je lui ai expliqué que partir éparpillé, c'est aller au casse-pipe. Elle a dit oui, je suis sûr, tu as raison, William. Mais elle est quand même partie au casse-pipe. Mais elle est intelligente, mais elle n'a pas d'imagination, elle manque de vision pour la Polynésie. Et puis, aucune mesure d'urgence. Moi, je voudrais revenir. On laisse parler Inano, Monsieur Marcosini. Je vous en prie. On y va. Alors justement, je veux juste faire rappeler entre femmes, entre candidates, qu'il ne faut pas oublier, surtout les Polynésiens, je fais appel à vous, qu'elle a été une des raisons, elle avec Philippe Schill, une des raisons qui a fait que en 2004 ils ont voté, ils ont été avec, voilà, ils ont soutenu Oscar et qui a ruiné notre pays. Ne l'oubliez surtout pas ça. Merci. Madame. Ce que je pourrais dire concernant Madame Nicole Bouteau, c'est quelqu'un qui avait commencé avec le Tawera Wiratira, ensuite qui a changé finalement pour pouvoir justement promouvoir pour son nouvel parti politique. Et je sais que quand on est une femme politique, on ne pleure pas devant. Quand elle était avec Schill, c'est ce que je pourrais apporter aussi en tant que candidate. Elle n'a rien apporté, elle a été nini. Donc elle n'a pas de vision, elle n'a pas d'imagination. Donc c'est une femme aujourd'hui qui suit un courant, qui est au centre. Et aujourd'hui il n'y a plus de centre parce qu'il se retrouve à gauche aujourd'hui. Je sais même plus où elle est positionnée, et si elle soutient encore ou elle est soutenue par quel parti politique. Parce que Nowetenuna n'a même pas été capable d'être présent pour toute la population, comme le nom le précisait. Edouard Fritsch, il est de moins en moins beau. Hein. Moi, je l'ai vu arriver. C'est une appréciation physique qui a aucun rapport avec son programme. Ah bah oui, mais quand même, ça. Des gens qui vous trouvent beau, Marcosini, il y a un tas d'autres gens qui vous trouvent laid. Bah écoutez, moi je l'ai vu quand même paniquer. Je l'ai vu pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 30 ans. Je le regarde, aucun problème. Il vieillit tout simplement. Non, il vieillit mal. À mon avis, il boite. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu en forme. Et puis il était pas bien dans sa tête. Enfin, toujours est-il que je lui ai dit que c'était du chalala, son programme, Non, ça lui a pas plu. Puis en plus de son programme. Mais il en a pas de programme, justement. Bah si, le Tawera a toujours des super programmes, des super professions de foi. Que du chalala. À l'intérieur, c'est quoi? Bah, je sais pas, la dernière fois, il y avait 450 mesures, on n'en a pas vu une seule appliquée. Donc c'est bien des gens qui font que du chalala. Et à partir de là, aujourd'hui, son beau-père lui a dit, si tu perds cette élection, je te fous dehors du Tawera. Donc il joue sa tête. Voilà les conditions. C'est pour ça qu'il est nerveux. Je ne suis pas trop clair. Pourquoi il est tout le temps fourré au tribunal par là-bas là? C'est pour accompagner des gens ou c'est pas? Ah, je crois qu'il avait eu un petit souci de mise en garde à vue avec Monsieur Hubert Haddad, je crois. Oui, effectivement, mais il a toujours échappé un peu à toutes ces condamnations puisqu'il a toujours marché dans l'ombre de son beau-père, Monsieur Gaston Floss. Mais aujourd'hui, il est plus dans. Enfin bon, c'est une histoire de famille aussi de ce côté-là. J'ai une petite remarque, si vous le permettez. Dans la profession de foi de Monsieur Fritsch, on s'aperçoit qu'il veut accorder une retraite complémentaire aux fonctionnaires d'État polynésiens. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, alors là, vraiment, les fonctionnaires d'État en polynésien. Ils ont besoin. Non, je crois que votre combat pour le RSI, ils en ont besoin parce que Monsieur Edouard Fritsch, il a compris aujourd'hui que le métier de politique, c'est un métier de fonctionnaire. D'ailleurs, la composition de notre assemblée et de notre gouvernement, c'est 90% de fonctionnaires. Le seul impératif, c'est de toucher leur salaire à la fin du mois. Et Monsieur Edouard Fritsch, aujourd'hui, il se dit aussi que le métier de politique, c'est un vrai métier c'est pour ça que tous les ans, ou toutes les élections, il est candidat. Et il a fait de la politique son métier. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis ça dans sa profession de foi.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Édouard Frisch, aujourd'hui, c'est eux qui font partie d'un parti politique aujourd'hui qu'on appelle la ruine du pays. Ah, le parti de la ruine. Le parti de la ruine du pays. C'est quoi ça, le parti de la ruine? Ce sont ceux qui ont continuellement... tous. C'est une idée de carton rouge. Le parti de la ruine, c'est ceux qui ont fait depuis une dizaine d'années des alliances avec des motions de censure pour toujours avoir la place, mais sans s'occuper des problèmes du peuple et sans s'occuper de leur pays. Autrement dit, ces alliances contre nature. On a vu Monsieur Floss aller serrer la main de Monsieur Oscar Temarou, soi-disant pour réconcilier les familles. On était en 2004, je crois. Monsieur Gaston Tétoinoui, vous parlez mieux de moi de ce passage où là encore le Tawera s'est allié avec le Tavini. On a vu le résultat aujourd'hui, chômage, pauvreté. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est le parti de la division aussi, parce qu'ils n'ont pas été capables de s'unir, le Tawera, le Tutatoaya, le Tavini ou l'UPLD, ensemble pour travailler pour ce pays. Sur la députation, Monsieur Tétoinoui. Non, mais ils se sont divisés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on leur attribue le carton rouge, parce que nous autres, qui représentons ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire toute la population qui est silencieuse parce que la parole est confisquée, nous sommes levés pour dire que tous ceux, depuis 30 ans, ont gouverné ce pays par la division, c'est-à-dire ce clivage autonomie-indépendance n'a apporté que la ruine et la faillite, le chômage et la pauvreté. C'est pour ça que Carton Rouge se lève. Et ce carton rouge aujourd'hui est présent dans les 3 circonscriptions. Je ne comprends pas tellement l'engouement qu'ils ont, ces vieux loups là, de vouloir continuer à faire de la politique, alors que Édouard Frisch, s'il se mettait à la retraite, il touchait un bon pactole par le RSI, là où il est inscrit, parce qu'il va toucher le RSI, lui. Il est inscrit au RSI. Ah oui, c'est le RSI des élus. Mais non, il faut bien qu'ils se protègent, parce que si demain ils sont à la retraite, on viendrait les amener une bonne retraite à Noutania là-bas. Donc loger gratuitement et nourri. Des mesures sociales dans le programme de... Donc être député, ça veut dire avoir effectivement l'immunité parlementaire. C'est pour ça d'ailleurs ils sont tous candidats, parce que c'est pour éviter d'aller au trou. Oui, on va parler de Ronald Terorotua. Alors, c'est le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a fait faillite. Mesure sociale à présenter. Non, il a été diplômé par le RSA et le RSI. Il a été diplômé par le, attendez. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est président du conseil d'administration. Le tribunal de commerce lui a donné un titre. Faillite personnelle dans sa société à lui. Donc il est capable de diriger la CPS. 110 milliards. Ça, c'est un vrai budget. Mais lui, quand il prend ses sous pour faire quelque chose, hop, faillite. Attendez, là, faut pas non plus le fusiller comme ça, faut le respecter avec ses cheveux blancs, un peu de respect, même s'il n'a pas de programme, hein. Bah oui, mais attendez, quand il était au gouvernement avec monsieur Moana Blanchard, dans le gouvernement où il était ministre du Transport, il avait un emploi fictif, monsieur Ronald Terorotua. Dire que M. Terorotua était en même temps que secrétaire général de son parti, mais de son syndicat, en même temps il était salarié dans un ministère. Bien sûr. Il n'était pas aussi au CES en même temps. Ça, pourquoi pas, hein, on peut faire tout un tas de choses, mais bon, pour moi, quand je le vois aujourd'hui, non, c'est pas quelqu'un qui peut représenter. Je ne crois pas que M. Ronald est en faillite, parce qu'il a beaucoup de sponsors, parce qu'il a cautionné toutes les exactions de la CPS. Il a même fermé les yeux sur les détournements de fonds à la CPS. Et donc, je pense qu'il n'est pas en faillite, M. Ronald Terorotua. Il veut aussi être comme les autres, comme Édouard Frisch, comme Pierre Frébault, se protéger en devenant demain député pour éviter d'aller en prison. Ah, c'est possible, hein. Alors, lui, là, le Ronald, c'est le seul syndicaliste au monde contre le RSA. Il est complice de l'absence de caisse de chômage. Alors, il est intéressant aussi de savoir que Ronald Terorotua, je le connaissais en tant que, quand il était syndicaliste, j'étais la secrétaire de Hiro Tefarere. Maintenant, je le vois qu'il est
président au niveau de l'administration de la CPS, et cette caisse A, c'est-à-dire tous les cotisants des Polynésiens et aussi RNS, ce qui est intéressant, il ferait mieux aussi de pouvoir s'intéresser un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des mesures et prendre des mesures sociales aussi concernant les Polynésiens. Le rôle de M. Buisson, le rôle du candidat Te Rorotua dans le conflit des médecins, son rôle? Quelque part, ce qui me semble assez... Il aide à la résolution du problème Non, ou... certainement pas. C'est lui qui... Enfin, c'est lui, disons que c'est lui et quelques autres qui ont décidé unilatéralement de rompre les relations avec les médecins sans avoir aucun examen sérieux préalable pour décider avec quelques raisons de ce qu'il y avait à faire. Résultat, on a aujourd'hui une quantité de petites gens qui n'ont plus accès aux soins. Et la baisse que l'on voit en matière de fréquentation médicale, elle est dramatique. Elle baisse de combien de pourcents à peu près? C'est de 30 à 40% pour certains en moyenne à peu près, et pour d'autres c'est beaucoup plus encore, notamment les généralistes. Donc les Polynésiens se soignent moins depuis le début de ce conflit? Ils ne se soignent pas du tout. Il y a eu déjà des cas dramatiques où des gens qui ne pouvaient plus avoir accès aux soins n'ont plus allé voir leur médecin, n'ont plus eu les médicaments et ont eu des morts, entre guillemets. C'est ça la réalité. Alors ce qui est grave dans cette affaire, c'est que il ne suffit pas de s'arroger le droit ou le pouvoir de décider souverainement une chose aussi grave que la santé, parce qu'on est syndicaliste. C'est la chose la plus primordiale, oui. Et de lancer un conflit qui en plus n'a pas lieu d'être. Parce que le problème de la CPS, c'est pas les quelques centaines de millions, le cas échéant, que l'on pourrait gratter à gauche ou à droite, en attaquant le revenu des médecins qui a déjà baissé de 50% en 25 ans. Non, le problème de la CPS... On en revient à M. Te Rorotua. Oui. Mais je l'attaque là en tant que responsable de la CPS. Parce que, en réalité, le problème de la CPS, c'est celui d'un déficit structurel de la protection sociale généralisée. Ça n'a rien à voir avec les honoraires des médecins. Les honoraires des médecins, c'est 4,5 milliards, tout compris, généralistes et spécialistes. C'est moins que le seul frais de fonctionnement de la CPS. Alors qu'on arrête de nous parler des honoraires des médecins qui sont excessifs. C'est pas vrai. Et c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup de généralistes qui voudraient bien payer toucher le salaire moyen à la CPS qui est de 600 000 francs CP par mois. Monsieur Te Rorotua, il est indépendantiste, il est autonomiste, il est quoi? Il est surtout antisocial. Candidat pour être député. Il est antisocial. Ah. Syndicaliste antisocial. Ben oui, syndicaliste antisocial. C'est possible. Ben, c'est plus que possible parce qu'il a affirmé que le RSA et le RSI, ça va amener des paresseux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de paresseux en Polynésie. Les Polynésiens se lèvent tous les jours, tous les matins. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de développement dans ce pays parce que nos gouvernants qui sont en place ne sont pas capables de mettre des projets structurants dans ce pays. D'autant plus, ils ne veulent pas des projets de développement, ils veulent que ça soit eux qui développent. D'ailleurs, j'en veux pour preuve toutes les sociétés d'économie mixte qui sont aujourd'hui en faillite et qui ont pris la place des privés. Et je dis que les politiques ne peuvent s'occuper, il faut qu'ils s'occupent que de la politique, mais pas de l'économie. Et en s'occupant de l'économie, ben ils ont apporté la ruine. Bon. C'est pour ça qu'ils font partie du parti politique de la ruine. Pour conclure cette candidature, on sait qu'un syndicaliste n'est pas capable de faire du développement économique, chose que le territoire a besoin. On connaît les hôtels qui ont été fermés à cause de grèves qui réclamaient, enfin bon, ils sont responsables de tellement de malheurs sur le territoire que se présenter aujourd'hui à la députation, c'est tellement ridicule que faut clôturer. Monsieur Ronald Te Rorotua, eh bien, il a qu'à rester à sa place. Bientôt, il sera plus directeur de la CPS. En tout cas, on l'espère. Et aujourd'hui, sa candidature est totalement ridicule. Tout de suite,
ce qui vous attend au prochain épisode. Parce que c'est maintenant simplement qu'on les entend, M. Buisseau aussi, il est pour le RSA, Mme Agami est pour le RSA. Des grands mots pour ne rien dire du tout. Il faudrait aussi revenir avec un petit peu de bon sens. Moi, je dirais que si tous les gouvernements qu'il a fait partie, s'ils devaient inventer une voiture, eh bien, il ferait les freins plus gros que les roues. Porte toujours un collier de boules noires. Je me demandais si j'allais pas mettre un collier de balles de golf.